Ok, bonjour. Alors, petite explication. Donc, speaker, c'est moi et Sébastien. Donc, Sébastien a coécrit une partie des transparents. Et pour ceux qui seront là lundi, ben, vous aurez une présentation des codes qu'il a mis sur son GitHub. Donc, j'ai mis l'adresse, qui est, on va dire, la petite sœur, sa conférence est la petite sœur de celle-ci. Alors, donc, machine learning et clusterisation de malware à grande échelle. Donc, ce qui est important, c'est grande échelle. Euh, Pardon. Donc, grande échelle, ça veut dire pour nous, l'objectif, c'est vous avez plusieurs centaines de millions de malware sur lesquels vous avez soit quelques informations, soit aucune. Et vous voulez les clusteriser en un temps raisonnable. Voilà le plan de la présentation. Et j'ai rajouté pas mal de choses dans les Future Works, puisqu'on continue à travailler dessus. Donc oui, Marwan, on m'a demandé pourquoi Marwan. Ben, Marwan a travaillé sur une partie du projet. Donc il est Algolia, ex-Epita. Sébastien, ben, futur Epita, probablement en octobre ou en septembre. Et Alexandre, qui est notre doctorant. Donc la recherche a été en partie subventionnée par la DGAMI, et c'est une obligation de les citer. Ça s'est arrêté, pardon. Et je remercie aussi Intel qui nous a donné 4 splendides machines. C'est un prêt à très long terme, comme ils disent. La première présentation de ces travaux a eu lieu à BotConf 2017. Vous pourrez donc, et je vous conseille vivement de venir si vous pouvez, parce que tous les codes sont en ligne, mais pour les utiliser, il vaut mieux écouter la conférence avant. Donc il y a un petit dataset de malware qui s'appelle The Zoo, qui est assez petit et qui permet avec un PC standard de faire tous les calculs dont je vais parler. Donc vous supprimez le problème du passage à l'échelle et vous pouvez faire ça chez vous et générer par exemple des règles Yara sur le cluster qui vous intéresse. Voilà. Donc nous, on a récupéré il y a quelques années déjà, 2 ans, enfin même 3 ans, un gros paquet de malware, donc très exactement entre 1,9 million et 2 millions, sans aucune information. C'est-à-dire on avait un disque dur avec des fichiers, donc on l'a appelé le blob, parce que bon, il bouge un peu, on rajoute des malwares, on en supprime. L'objectif était d'être capable de gérer de quelques dizaines de millions à quelques centaines de millions. Donc l'une des contraintes principales, et si on ne gère pas cette contrainte, le reste, de mon point de vue, ne sert à rien. Sans vouloir bâcher qui que ce soit, vous avez beaucoup de papiers académiques et quelquefois non académiques en ce moment qui disent voilà, on a fait des outils de ceci, de cela. On l'a testé sur 2000, 3000, 10 000 malwares. Aujourd'hui, VirusTotal a probablement dépassé 800 millions de fichiers en mémoire et Microsoft annonce 1,2 milliard dans sa base, dans la base Microsoft. Et un autre objectif était, si possible, d'éviter tout outil commercial pour que tout le monde puisse refaire les calculs. Donc on a tout fait en scikit. Donc la stratégie, quand vous voulez aborder un problème comme ça, donc je précise que c'est une stratégie qu'on ne connaissait pas avant de démarrer le projet, hein, on a appris en même temps qu'on a développé. Donc si vous voulez utiliser des algos de machine learning, ou même des algos classiques, machine learning est un terme très à la mode, mais un algorithme comme K-means existe depuis les années 60, et on ne parlait pas de machine learning à l'époque, donc vous devez définir ce qu'on appelle un vecteur de features. En français, vecteur de caractéristiques, c'est fondamental, c'est-à-dire c'est le choix de votre vecteur de caractéristiques qui va conditionner ce que vous pourrez faire après et ce que vous pourrez observer et obtenir comme résultat. Et donc là, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est un nouveau job d'ailleurs chez Google et Facebook, ils ont inventé les Features Engineers. Donc c'est des gens qui prennent des données, numériques évidemment pour nous, et qui vont, je dirais, un peu sniffer les données, essayer de les comprendre en disant, voilà, il faut prendre telle caractéristique. Alors si c'est sur des images, par exemple, c'est un domaine maintenant assez étudié, c'est pas trop difficile de trouver dans la littérature de bons vecteurs de features. Quand il s'agit de malware, il y a un gros problème en fait qui est dû au fait que beaucoup d'entreprises travaillent dessus, mais elles publient rarement l'intégralité du vecteur de features qu'elles utilisent.
pour des raisons évidentes. Si vous demandez à F-Secure, qui sont venus faire une conférence chez nous, on leur a dit si vous venez pour présenter votre produit, ça ne sert à rien, présentez les algos et montrez ce que vous faites. Et ils ont flouté tous les graphiques qui présentaient les algos. Pour ceux qui étaient là, hein, on ne voyait rien en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'argent derrière. Donc, une fois que vous avez un vecteur de features, il faut être capable de calculer ce qu'on va appeler, dans le meilleur des cas, une distance, dans certains cas, une similarité. Donc, distance métrique au sens mathématique du terme, ça exige que cette distance vérifie, par exemple, l'inégalité triangulaire. Mais vous ne l'aurez pas sur les malwares. Vous pouvez définir, par exemple, un vecteur standard de valeur réelle, pour simplifier. Donc vous pouvez calculer la norme euclidienne entre les deux vecteurs, mais ça ne va pas forcément vous donner une distance sur les malwares, puisqu'en fait vous avez fait une projection. Donc vous allez vous contenter de ce qu'on va appeler une similarité, c'est-à-dire une fonction qui vous dit en gros, allez, pour simplifier, entre 0 et 1, vous êtes proche de 0, les deux malwares sont semblables, similaires. Vous êtes proche de 1, ils sont très différents. Et ensuite, vous allez travailler exclusivement, en tout cas, c'est ce que nous avons fait, donc à partir d'une analyse statique. Je parlerai après de ce qu'on peut faire avec l'analyse dynamique. Vous allez extraire des informations, vous allez apprendre à partir de votre feature vector set, donc votre ensemble de vecteurs de caractéristiques. Donc pour notre problème, on a décidé de partir d'une analyse statique, c'est-à-dire voilà, on a des malwares, on prend des parseurs. Alors pour la petite histoire, les premiers parseurs plantaient sur 20% des fichiers. Alors c'est facile d'écrire un malware qui plante un parseur, hein. Vous mettez des caractères exotiques dans les noms de sections et vous avez PE-file qui crache régulièrement. Vous avez donc une distance euclidienne entre les vecteurs à condition de les normaliser. Donc il faut préparer vos données, comme on dit dans le machine learning. Et puis après, vous avez le choix des algorithmes. Alors je vais le dire rapidement. Vous ne choisissez pas l'algorithme qui est le plus sympathique. Vous allez choisir celui qui résiste au processus d'élimination. Je donne un exemple. DBScan est un algorithme de clusterisation très efficace. Quand vous arrivez à bien paramétrer les arguments du style, il faut lui donner epsilon, il faut lui donner ceci, cela, sauf que ça ne passe pas l'échelle. Au-dessus de 100 000, ça commence à prendre un certain temps, et 1 million, même sur les 4 machines qu'on a, ça prend des mois pour finir. Donc vous allez devoir éliminer les algorithmes en fonction des contraintes, par exemple, de passage à l'échelle. Donc la scalabilité, c'est primordial si vous voulez que votre outil serve à quelque chose, hein, sinon ça devient, on va dire, une recherche totalement académique, ça fait des beaux papiers, mais ça ne sert à rien. Et donc vous allez devoir en plus optimiser le code, paralléliser, vérifier que vous ne perdez pas trop de temps ici ou là. Donc il y a beaucoup de développement un peu fin à faire. Et ça donne ce que j'appelle le flow, le pipeline. Donc vous avez votre blob, donc on va dire quelques millions pour simplifier. Vous avez un parseur. Le parseur que vous avez trouvé ne vous convient pas, donc vous le réécrivez. C'est ce que nous avons fait, nous avons demandé à Sequoia, l'entreprise avec qui on a fait une partie des travaux. Donc aujourd'hui, il y a 2 versions. Il y a une version Python, mais qui est restée propriétaire de Sequoia, et une version Python C++, qui a été redéveloppé par Sébastien une fois qu'il a quitté Sequoia, et qui a été d'ailleurs aidé par Marwan sur ce travail. Donc le parseur est pas mal, il crache plus du tout, il est assez rapide, et surtout l'intérêt c'est que vous ne le faites qu'une fois. C'est-à-dire même si vous avez 100 millions de fichiers et que ça vous prend 3 mois, vous faites le calcul une fois, vous récupérez tous les résultats sous forme de fichiers JSON parce que c'est pratique, vous extrayez le vecteur de features, vous normalisez les données, et après, vous choisissez les algos sur lesquels que vous allez utiliser. Donc là, vous allez faire plein de tests. Donc évidemment, on va montrer ce qui a marché, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Et si vous voulez reproduire un travail de ce type-là, il faut, en anglais, on va dire, refresh vos compétences en mathématiques. Oui, il y a des maths. Pour comprendre DBScan, il faut comprendre un petit peu ce que c'est que la densité, bien comprendre ce que c'est une distance, des choses comme ça.
Il n'y a pas de représentation universelle, c'est un des gros problèmes d'ailleurs pour les malwares, mais en général c'est vrai pour tous les algos de machine learning. Hein. Vous prenez 1 milliard d'images, il n'y a pas de manuel qui vous dit quelles features, enfin quelles caractéristiques en français vous devez prendre. Donc là vous devez apprendre à représenter correctement vos données, probablement en fonction de ce que vous cherchez réellement. Et le parseur, ben, vous pouvez l'enrichir éventuellement. Nous, c'est ce qu'on a fait pendant 2 ans. On disait, tiens, on aimerait bien ça, on aimerait bien ça. Puis on a un parseur qui est globalement aujourd'hui, qui, je pense, extrait tout ce qu'on peut extraire de manière statique. C'est-à-dire que ça me semble difficile de l'améliorer aujourd'hui. Il calcule tout ce qu'il est possible de calculer en une fois. Et puis, une fois que vous avez tout ça, vous allez réviser ce que c'est qu'une distance, parce que c'est important. La quasi-totalité des algorithmes de clusterisation nécessite de bien comprendre si vous avez une vraie distance ou une similarité. Et puis après, vous allez dire, tiens, par exemple, je vais clusteriser. Alors clusteriser, on va le voir après sur des petites images. Ça revient à dire, j'ai un ensemble de données et je voudrais les regrouper en famille. Alors on dit en famille, en groupe, en cluster. Avec la contrainte que les éléments qui vont être catalogués dans la même famille doivent être assez semblables entre eux. Donc ça va dépendre du vecteur de caractéristiques que vous avez choisi. Donc vous changez de vecteur de caractéristiques, vous allez changer de clusterisation. Et puis on aimerait que des éléments qui sont dans des clusters différents soient dissemblables. Et malheureusement, c'est un problème qui est mal posé. Il n'existe pas de formulation propre. Et avec un autre petit problème, alors qui au départ n'apparaît pas parce que ça a l'air sympa, c'est qu'en fait ces algos s'arrêtent toujours et donnent un résultat. Vous pouvez avoir un résultat qui n'a aucun sens, mais l'algorithme s'est arrêté. Vous prenez K-means sur n'importe quoi, vous lui donnez des vecteurs en entrée, K-means va faire un nombre d'itérations que vous lui avez donné, avec les paramètres que vous lui avez donnés, et il va s'arrêter et vous sortir un résultat. Ce résultat, on s'est vite rendu compte qu'il faut généralement le nettoyer parce que K-means est un algo un peu particulier. Après, vous allez vous dire, tiens, K-means c'est bien, le clusterisation c'est bien, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin et puis faire du deep learning? Parce que, entre parenthèses, c'est à la mode, mais c'est plus qu'une mode, hein, c'est une vraie révolution. Pour moi, le deep learning est très adapté au problème où justement vous n'avez pas d'algo standard. Donc on verra quelque chose qu'on peut faire. Et puis, il y a des graphes, évidemment. Donc nous, la grande idée qu'on a eue, c'est de dire les vecteurs définissent un graphe complet de manière implicite, puisqu'on peut calculer la distance entre tous les vecteurs de caractéristiques qu'on a calculés. Le problème, c'est que si vous avez 1 million de malware, ça vous fait 1 million de vecteurs. Et donc si vous voulez calculer toutes les distances, ça vous fait 10 puissance 12. Donc c'est pas possible. Enfin, ça le serait, mais c'est pas intéressant. Si vous passez à 100 millions de malware, ça vous fait 10 puissance 16 distance à calculer. À partir de là, on pourrait utiliser un algorithme génial qui s'appelle Louvain, qui calcule des communautés dans un graphe quasiment quelle que soit sa taille, parce qu'il est quasi linéaire. Mais vous ne pouvez pas construire le graphe. Donc vous allez devoir construire un sous-graphe qui approche en quelque sorte le graphe de départ, que vous ne pouvez pas calculer. Donc dans la littérature, ça s'appelle les T-spanners. C'est très efficace, sauf qu'un T-spanner prend un graphe qui est déjà un peu creux et calcule un sous-graphe qui est encore plus creux, ce que nous ne pouvons pas faire. Donc cette partie est toujours en cours de travail. Et puis, comme votre dataset est probablement grand, donc nous, on était à 2 millions, mais si vous voulez, par exemple, développer un nouvel algorithme sur des images, voilà, là, vous allez pouvoir traiter plusieurs milliards d'images. Hein, les algos utilisé par Google pour quand vous cherchez une image sur le web et l'algorithme est impressionnant de qualité. Ça a été développé à partir de dizaines de milliards d'images. Donc évidemment, nous, on ne les a pas. Et puis, il y a une question importante, c'est combien de clusters vous allez définir. Et puis, vous allez vous rendre compte que certains algos, comme K-means, ne vous donnent pas le nombre de clusters, ce qui est un peu gênant. Puisque K-means, le paramètre important, c'est que vous devez lui donner le nombre de clusters que vous voulez. C'est là où les ennuis commencent. Vous avez 2 millions de malware, pourquoi décider qu'il y a 300 clusters ou 1200 c'est là où on s'est dit, tiens, on va développer une variante de K-means qui calcule le nombre optimal de clusters.
Du coup, on peut se poser la question, pourquoi clusteriser? En fait, la volumétrie, ce que moi j'appelle la volumétrie des malwares aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez impressionnant. On a fait un test encore il y a 15 jours. Vous prenez un malware très connu, par exemple, qui est dans The Zoo. Petit dataset de moins de 800 malwares assez bien foutus. Et puis on a regardé, donc vous avez dedans des malwares qui ont 7-8 ans quand même, hein. Et puis on a regardé sur VirusTotal une variante un peu au hasard, et on s'est rendu compte que dans les derniers mois, il est apparu plusieurs milliers de fois un peu partout dans le monde, y compris dans des variantes très anciennes. Et donc l'idée c'est, on ne peut plus aujourd'hui analyser à la main comme on le faisait il y a 15 ans, chez les éditeurs antivirus particulièrement. Les nouvelles versions qui arrivent ou juste un fichier que vous suspectez d'être malveillant. Alors, je rappelle que malware, c'est malicious software et que malicious ne se traduit pas par malicieux mais par malveillant. Et donc l'idée c'est je clusterise pour pouvoir classifier un nouveau malware qui arrive et éventuellement après choisir un représentant dans mon cluster et demander à un analyste humain de comparer finement avec des outils comme IDEA Pro, BinDiff, enfin des choses comme ça. Mais quand vous avez un malware qui arrive, ou un fichier suspect, pardon. Non, c'est suspicieux, pardon. C'est les problèmes de traduction. Vous ne pouvez pas le comparer à 400 millions de malware. C'est juste, même VirusTotal ne peut pas faire ça régulièrement. Et donc vous allez élire des représentants. Donc la clusterisation pour nous, c'était... J'ai un blob de malware, je clusterise, donc je regroupe en famille, et je choisis, j'élis un ou plusieurs représentants, mais en nombre très petit, avec lesquels je vais pouvoir comparer mon nouveau fichier. C'est ça l'idée de base. Donc, quand vous ajoutez un malware, il faut savoir ce que vous en faites. Donc nous, on décide qu'on le rajoute dans le blob, et éventuellement, ça pose un problème. C'est que quand vous partez de 2 millions de malware, vous en avez rajouté 2 millions, il faut peut-être recalculer l'ensemble des données que vous avez, parce que comme on va le voir, notre vecteur de caractéristiques est défini à partir de l'ensemble de données qu'on a et pas à partir d'un ensemble théorique. Alors, machine learning, théoriquement, ça vous apprend ça vous aide, à apprendre des choses sur un dataset. Donc, on va se limiter à ce qui est numérique. Ça, c'est en théorie. Dans la pratique, il vous faut un grand ensemble de données parce que sinon vous n'allez pas apprendre grand-chose. Il vous faut énormément de CPU. Il vous faut très très bien connaître les algos pour éviter de lancer des calculs qui prennent 3 semaines. Ça nous est déjà arrivé dans les premiers mois où on travaillait avec. On lançait le calcul et puis on attendait 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Des fois on l'arrêtait en disant il y a un truc qui ne va pas. Il faut comprendre la complexité pratique de vos algorithmes et non pas se contenter de la complexité théorique. Par exemple, DBScan, on vous dit ouais, c'est entre n log de n et n carré. Oui, mais si vous êtes proche de n carré, ça passe pas. Dans les algos qu'on trouve dans le machine learning, vous avez, pour simplifier, j'ai pas fait une présentation complète de ce qu'on appelle aujourd'hui le machine learning, vous avez 2 grandes classes d'algorithmes classiques, les algorithmes supervisés, qui marchent très bien, il faut le reconnaître. C'est dans le traitement d'image, c'est devenu presque imbattable. Donc vous avez des informations sur vos éléments du dataset et vous allez vous en servir pour apprendre. Donc il ne faut pas oublier qu'au départ, ça veut dire que quelqu'un a labellisé, comme on dit, ou étiqueté. Je sais que Reda aime bien dire étiqueté, moi je préfère dire labellisé. Il faut que quelqu'un ait labellisé. On oublie souvent que les dizaines de milliards d'images utilisées par Google dans ses travaux, enfin dans leurs travaux, pardon, parce qu'il y a plein de départements qui travaillent dessus, il y a des petites mains humaines qui ont labellisé les images en disant il y a un chat dans l'image, il y en a 2, il y a une voiture et un chat, donc il y a un humain qui a labellisé. Quand vous avez 2 millions de malwares, vous ne pouvez pas demander à un être humain d'analyser les malwares et de les labelliser. Et donc vous avez l'autre grande catégorie d'algorithmes, les algorithmes non supervisés. Donc vous n'avez aucune information. Ou on peut aussi évidemment considérer que vous avez quelques éléments qui sont labellisés, donc on va parler d'algorithmes semi ou très peu supervisés. Et donc c'est ça qui est le plus intéressant parce que pour moi c'est la situation réelle. J'ai pas un Deus ex machina qui m'a dit tiens ces 400 000 malwares sont des représentants du même malware.
même s'ils ont été packés différemment, il y a des bouts qui ont été compressés avec des algos différents, ils ont été recompilés avec 150 000 options et tout. Non, vous n'avez pas cette information et donc il faut partir du cas le plus défavorable. Et éventuellement, si vous avez des informations qui arrivent au fur et à mesure, vous pouvez les utiliser. Mais au départ, on considère qu'on n'en a quasiment aucune. Donc nous, on a décidé d'utiliser les informations que nous avions. Donc les fichiers du blob, et puis éventuellement quelques informations récupérées sur les outils. Par exemple, VirusTotal, vous pouvez lui soumettre un fichier, récupérer des infos, il vous dit s'il le connaît, s'il l'a déjà vu, quels sont les antivirus qui le reconnaissent. Vous avez des règles Yara qui sont derrière. Donc une règle Yara, c'est pour simplifier une expression régulière qui utilise des chaînes de caractères, et puis vous parsez le fichier pour vérifier si la règle est valide ou pas. Donc généralement, c'est une expression booléenne. Alors c'est très bien au départ, mais pour moi, ça pose le même problème que les antivirus. C'est-à-dire que ça fait longtemps que je m'intéresse aux antivirus. Je rappelle une expérience que j'ai faite il y a déjà une dizaine d'années. Prendre 5 antivirus, les mettre sur 5 machines virtuelles, donc payer la licence, pour le dire clairement, et puis leur demander, dans l'option mise à jour, vous dites mise à jour dès qu'on peut, et puis vous mesurez chaque jour la taille de la base de signature. Donc la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'elle explose ? Est-ce qu'elle croît quasi linéairement ? Puis là, on a eu des surprises. On s'est rendu compte qu'il y avait des bases qui diminuaient de taille. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour des contraintes commerciales et marketing, les éditeurs ne peuvent pas constamment garder toute la base. Et donc, ils vont supprimer des signatures qu'ils vont considérer de manière totalement, je dirais, humaine, c'est-à-dire arbitraire. Ils vont supprimer des signatures de malware qu'on va considérer comme un peu vieux. Sauf que comme tout le monde peut acheter l'antivirus, en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui reprennent des anciens malwares et qui les remettent au goût du jour puisqu'ils ne sont pas reconnus par les nouvelles bases de signatures. Et donc vous aviez en fait une taille presque constante sur une année. La taille des bases de signatures était presque constante. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas du tout sûr qu'elle soit pertinente. Ça, c'est un des problèmes. Et c'est d'ailleurs de cette expérience-là que j'ai commencé à m'intéresser à autre chose que les bases de signature, qui, à mon avis, ont atteint leurs limites il y a déjà une dizaine d'années. Et les règles Yara, c'est un peu pareil. Évaluer une règle Yara sur un fichier, ça prend quand même du temps. Si vous avez 1 million de règles Yara et 1 million de fichiers, vous ne pouvez pas le faire en un temps raisonnable. Donc c'est un outil très intéressant, mais qui, pour moi, est ponctuel. Et donc voilà les deux catégories. Donc non supervisé, on va appeler K le nombre de clusters, il est inconnu. Ça, c'est un problème. Pas de connaissance a priori. Ça permet quand même de classifier. C'est-à-dire que vous avez le droit, par exemple, d'essayer plusieurs valeurs de K sur votre ensemble de données, comparer les résultats, puisque dans un algorithme comme K-means, vous avez une fonction coût qui est minimisée, dans presque tous les algos de machine learning. D'ailleurs, pour simplifier grandement, on peut dire qu'il y a une fonction coût. Et regarder la valeur de la fonction coût vous permet de dire si votre cas il est pas mal ou s'il est pourri. Dans les algorithmes supervisés qu'on n'a pas encore utilisés, évidemment, vous avez des algos très efficaces, mais qui ne passent pas toujours l'échelle. SVM, par exemple. SVM est un algo très intéressant, mais qui est très, 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 très coûteux. Je ne connais aucun résultat où on dépasse 100 millions, de publiés, où les gens ont traité des données supérieures à 100 millions en cardinal. Donc nous, on s'est intéressé à, en gros, ce qu'il y a à gauche. Alors c'est quoi un cluster ? Voilà un exemple généré par Scikit. Vous avez une fonction qui vous génère des exemples. Donc là, évidemment, j'ai coloré volontairement. Vous avez un beau groupe rouge, un groupe vert, un groupe bleu. Donc c'est un exemple simple. Il y a deux composantes par élément. Ça permet de visualiser en 2D aussi. On voit bien que c'est assez bien séparé. Là, il y a une bonne séparation entre le groupe bleu et les autres. OK. Là, K-means va très rapidement donner un résultat pertinent.
Après, ben, ça peut se compliquer. La réalité est plus proche de ça. C'est-à-dire que vous avez... c'est très rare d'avoir une bande comme ça, bien séparée. Vous avez des éléments que vous rajoutez. Donc, ce sont vos nouveaux malwares, par exemple. Puis vous allez dire, bah oui, celui-là, géométriquement, il est plus proche du centre de celui-là. Donc, vous allez l'associer. Celui-là aussi. Celui qui est au milieu volontairement, bah, celui-là, il commence à être un peu compliqué. Et peut-être qu'en fait, c'est un nouveau cluster. Et ça, c'est la limite des algos de type K-means. C'est-à-dire s'il y a un nouveau cluster de malware qui apparaît, un malware totalement nouveau, qui utilise des procédés qu'on n'a jamais vus, bah, il faut être capable de le détecter, sauf que K-means ne va pas le détecter. K-means va vous dire arbitrairement, bah, il va prendre ce malware-là, et puis il va calculer la distance minimale entre les centres des trois autres, et il va dire, il est dans le, là, a priori, il est plutôt dans le bleu. K-means ne vous donne pas plus d'informations que ce que vous lui avez demandé au départ. Et puis là, ça c'est la situation réelle quand vous analysez des vrais malwares. C'est-à-dire que vous avez en haut à gauche, là je les ai colorés en bleu, mais il n'y a aucune raison. Vous avez globalement, c'est ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire qu'ici, on peut dire par exemple, là ce paquet rouge, oui, c'est probablement des variantes, paquets différemment, compilés différemment du même malware. Puis après, vous avez des gens qui ont, probablement les auteurs d'ailleurs, qui ont commencé à faire des variantes, qui l'ont enrichi. Donc vous avez un problème de ce qu'on appelle d'historique. Derrière se cache le problème de la phylogénie, c'est-à-dire de repérer l'ancêtre et de regarder les liens de dépendance presque familiale entre les malwares. Donc là, c'est clair, hein, la phylogénie, c'est le Graal de tous les gens qui font de la clusterisation et de l'analyse de malware, mais c'est toujours pas réglé. Parce que c'est très compliqué. Déjà en biologie, c'est pas évident, mais avec des malwares, c'est encore plus compliqué. Et donc ça, c'est un défaut, comme je l'ai dit, de Camille, c'est que vous lui donnez n'importe quoi, vous lui dites il y a 3 clusters, parce que depuis le début, vous en aviez 3, sauf que là, vous avez enrichi votre blob, et il va colorer, entre guillemets, il va assigner un cluster à chaque nouvel élément. Alors que là, on sent bien que peut-être qu'en haut à droite, c'est un nouveau cluster qui apparaît et qu'il n'a rien à voir avec les 3 autres. Et puis de temps en temps, vous avez ça, c'est-à-dire que vous avez effectivement un malware ici qui est très proche, parce que vous l'avez analysé, donc vous dites « Ah oui, je comprends pas, celui-là, il est très proche. En fait, c'est un cousin du représentant de celui-là. » Mais pour des raisons mystérieuses, les auteurs ont rajouté des choses qu'ils trouvaient sympas dans le malware, on va dire, du groupe vert, là. Et puis, K-means ne va pas le colorer en bleu, parce que K-means va dire, bah oui, mais celui-là, il est dans le cluster vert. Et donc là, il faut enrichir. C'est là où on se rend compte que peut-être que le nombre de dimensions n'est pas suffisant. Et donc, vous avez 2 contraintes. C'est pas assez de dimensions, ça vous donne des choses bizarres comme ça. Et si vous mettez trop de dimensions, on aborde ce qu'on appelle en machine learning la curse dimensionality, donc la malédiction de la dimension. Et la malédiction de la dimension, c'est que quand vous avez, plus vous avez de dimensions, plus ça devient difficile de séparer en fait des éléments. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, c'est vous prenez un carré, vous lancez des fléchettes dans votre carré, la probabilité que votre flèche arrive à epsilon d'un des 4 bords est très faible. Et quand vous prenez 1 million de dimensions et que vous jouez avec des fléchettes à 1 million de dimensions, la probabilité que vous soyez près du bord est pratiquement égale à 1 moins epsilon quelque chose. Et ce qui veut dire qu'en fait, la probabilité d'être par exemple au centre de votre hypercube, elle devient très faible avec la dimension qui augmente. C'est un truc très bizarre, c'est contre-intuitif, mais effectivement, ça veut dire que vous allez avoir du mal. Plus vous mettez de dimensions, c'est-à-dire que c'est le piège dans lequel on est tombé. Nous, on a aujourd'hui un vecteur de caractéristiques qui est entre 1 million et 1 100 000 composantes. Oui, on a tout calculé, on verra après, on a tout calculé et on est content, sauf que du coup on plonge dans la malédiction de la dimension. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention aux résultats. Alors voilà des exemples d'algo très sympathiques que vous pouvez tester très facilement dans Scikit parce qu'ils sont tous installés. Avec des exemples intéressants, c'est-à-dire que voilà, là vous avez un cluster qui rentre dans le territoire de l'autre. L'algo qui s'appelle Birch arrive à résoudre ce genre de problème. Le problème, c'est que Birch est totalement non capable de passer à l'échelle.
Et donc en fait, dans ces algos-là, mini-batch K-mean, ça passe, Affinity, c'est mort, Min-Shift, c'est mort, Spectral Clustering, alors c'est mon préféré parce que j'ai fait une thèse il y a très longtemps sur ce genre de choses. Spectral Clustering, ça commence par demander de calculer les valeurs propres d'une matrice géante, donc vous laissez tomber. Et tous les articles qui parlent de ça, vous pouvez laisser tomber si votre problème dépasse, allez, 1 million, 10 millions d'éléments, c'est presque une escroquerie intellectuelle. Par contre, si vous êtes capable de calculer les valeurs propres, c'est un algo qui a été la première fois utilisé par Intel pour modéliser la construction de ces processeurs, en fait. Quand vous avez 12 milliards de transistors, bah, il faut les placer. Donc il faut partitionner le graphe, les transistors sont reliés entre eux, machin, tout ça. Et l'un des premiers papiers qui traite de ça, c'est 91, co-signé par des chercheurs d'Intel, où ils montraient qu'effectivement, sur le problème de départ, c'est-à-dire avec quelques dizaines de milliers d'éléments à classer, ça marche très bien. Sauf qu'ils l'ont jamais fait pour le problème à 12 milliards de processeurs. Et puis vous avez DBScan qui lui flotte un peu, on va dire, il fait des choses pas mal. Notamment sur la deuxième courbe de graphique, enfin la deuxième ligne de graphique, DBScan est capable de résoudre le problème assez pourri de clusters qui sont pas des disques, on va dire, qui sont entrelacés, ce qu'on appelle le problème des croissants notamment. Là, vous voyez que Affinity Propagation, il se sauve du problème en découpant en plus de clusters. Bon, ok, c'est bien. Et puis vous avez le K-means qui plonge dans le piège, c'est-à-dire que le bout du croissant vert, là, il devient bleu parce que c'est basé sur une distance géométrique, enfin la distance euclidienne, et donc il n'est pas capable de voir qu'il est en train de se faire avoir. Donc c'est quoi clusteriser? Alors une définition très naïve et facile. Hein. On veut que les objets, au sens numérique pour nous, hein, d'un même groupe sont proches, au sens de la distance que vous avez choisie. Si ce n'est pas une distance, au sens de la similarité que vous avez choisie. On appellera ce groupe un cluster, c'est plus pratique aujourd'hui. Quand les données sont supervisées, vous avez, en gros, vous avez les couleurs et vous allez calculer ce qu'il faut pour que les clusters soient bien regroupés. Et donc, quand vous allez placer un nouvel élément, en français, on va appeler ça classifier. Et vous allez rapidement pouvoir dire dans quel cluster se trouve ce nouvel élément. Mais quand vos jeux de données est non labellisé, ça devient un problème un peu plus, on va dire, pourri. Et donc clusteriser pour classifier. Alors petite parenthèse, to classify en anglais n'a pas le même sens qu'en français. Ce que nous appelons classifier, c'est j'ai un ensemble de clusters, j'ai un nouvel élément et je décide dans quel cluster je vais le classer. Ce qu'on appelle classification en anglais, ça se traduit plutôt par clusterisation, mais comme clusterisation n'est pas encore un mot du dictionnaire français, enfin de la langue française, pardon, on traduit ça généralement par classification automatique. Donc moi je préfère dire clusterisation. Donc j'ai un ensemble de malware, je clusterise, j'en ai un nouveau qui arrive. Donc l'idée c'est d'aider les analystes humains à accélérer leur processus. Décider par exemple que ce malware nouveau qu'on vient de récupérer est bien trop semblable à ceux qu'on connaît déjà pour mériter une analyse poussée, donc vous l'éliminez. Et puis peut-être que ça leur permettra de se concentrer sur une variante intéressante et probablement un peu plus dangereuse. Une définition formelle, propre, voilà, clusteriser, c'est définir une partition, donc une partition non recouvrante, comme on dit, non-overlapping. Donc la réunion des clusters vous donne l'ensemble de départ. Deux clusters différents sont d'intersection vide, donc ça c'est non-recouvrement. J'ose même pas aborder le problème des clusterisations avec recouvrement partiel, parce que ça c'est encore plus compliqué. Et les algos il n'y a aucun algo de Scikit qui résout ça d'ailleurs. Et donc on a des contraintes, nous, c'est effectivement le problème est assez clair, hein, on veut clusteriser pour classifier un nouveau malware, mais on veut le faire rapidement, et c'est là où les ennuis commencent. Déjà on veut que la clusterisation soit bonne, entre guillemets, sauf qu'on n'a pas de critères de qualité. Donc ça veut dire qu'on va devoir décider, quelquefois un peu arbitrairement, par exemple, quel vecteur de features on va prendre, enfin quel vecteur de caractéristiques on va prendre, sachant que si on met trop d'infos sur par exemple les sections les plus rares,
ça va perturber l'algorithme de classification et ainsi de suite. Et donc vous allez devoir résoudre des problèmes, donc comme j'ai dit tout à l'heure, un peu de révision, hein, voilà toutes les définitions de ce qu'on peut trouver sur les distances, dans l'encyclopédie des distances d'ailleurs. La plus importante c'est la 1, la 2 et la 5. Alors la 3, elle est généralement facile à avoir, hein, deux objets totalement identiques, même si vous prenez une quasi-similarité, ça passe. Et donc on retrouve le problème qu'on avait évoqué tout à l'heure, j'ai des malwares dans notre problème, j'extrais un vecteur de caractéristiques, je calcule une distance, pour simplifier, ça peut être autre chose, mais là on va dire une distance, donc j'ai une similarité sur les malwares et non pas une distance. C'est-à-dire que si vous choisissez mal votre vecteur de caractéristiques, je donne un exemple très bête, vous prenez le nombre de sections. Voilà. Vous pouvez très bien avoir plein de logiciels, d'exécutables qui ont le même nombre de sections. Donc en similarité, vous allez avoir 0. Alors qu'en fait, les malwares n'ont rien à voir. Et donc il faut évidemment enrichir. Le problème ce que j'appelle le mur du big data. Alors ça c'est un truc qui m'agace profondément quand on lit certains papiers un peu trop marketing. Les gens vous disent, vous avez plein de données, nous on sait faire. Ce qui est totalement faux, je donne toujours l'exemple de base, hein, en SUP-SP, dans toutes les écoles du monde qui ont une SUP-SP intégrée en informatique, on voit un algorithme qui calcule la distance entre les plus courts chemins d'un graphe. C'est un algo en Python, ça fait quoi 5 lignes, la boucle principale. 10 minutes. La boucle principale fait 5 lignes, voilà. C'est du n-cube, donc 1 million au cube 10 puissance 18. Pour la petite histoire, quand j'ai présenté ça à BotConf, il y avait quelqu'un, un ancien élève d'Epita dans la salle, qui m'a dit « Mais nous on sait faire, on met 1 million de machines. » J'ai dit « Vous savez faire 10 puissance 8 au cube, ça fait 10 puissance 24. 10 puissance 9 au cube, 1 milliard, ça fait 10 puissance 27. » Il me dit « Ouais, on sait faire. » Non, j'ai calculé hier, ça fait 3 siècles et demi sur 1 million de machines à 10 milliards d'opérations par seconde. Ouais, c'est peut-être un peu excessif. Non, en dessous de 10 puissance 30, au-dessus de 10 puissance 28, même Google ne sait pas faire ça en moins de plusieurs dizaines d'années. C'est un mensonge. Donc vous allez vous limiter aux algos en n et n log de n. Ça veut dire que vous allez accepter d'utiliser des algorithmes qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais qui, eux, vont vous donner un résultat en un temps raisonnable. Ce que j'appelle le mur, n log de n. Même n log de n, ça commence à être un peu chaud. Et je traduis ça en disant que c'est small powers versus big data, c'est les small powers, donc dans la puissance de n, hein, qui gagnent. Même n carré, ça devient presque impossible aujourd'hui. Et si vous êtes à 10 puissance 10, j'ai refait le calcul encore hier soir, même la NSA ne peut pas... ou alors ils ont des ordinateurs qu'on ne connaît pas. Mais j'y crois pas. Puis après, vous allez entrer dans les détails de programmation. Alors les pièges à éviter. Donc comme il me reste 10 minutes, je vais essayer d'aller un peu vite. Première idée, il ne faut pas tout stocker. Stocker les zéros, ça ne sert à rien. Vous essayez de stocker les zéros, vous allez exploser votre RAM. Ce qu'ont fait mes collègues, dont je ne citerai pas le nom la première fois, en me disant « David, ça ne marche pas ton truc là ?» Je dis « Oui, mais c'est normal, vous avez un vecteur d'1 million de composantes, dont 99,9% des composantes sont nulles, donc on ne les stocke pas. » Et on retrouve quelque chose qui existe depuis, 50 ou 55 ans, très connu des gens qui font des éléments finis. Et dans une autre vie, j'ai fait des éléments finis, qui est géré nativement par Scikit, puisque derrière Scikit, vous avez NumPy. Et comme j'ai dit, si NumPy ne gère pas ça, on est vraiment dans la merde. Non, NumPy gère ça très bien. Vous ne stockez que les éléments non nuls. Donc ça, c'est un exemple joué. Hein. J'ai un tableau pour les lignes, un tableau pour les colonnes, et je stocke les valeurs. C'est tout. Donc vous ne stockez que les éléments non nuls. Du coup, votre matrice théorique, vous avez 10 puissance 10 éléments. Vous avez 10 puissance 20 éléments à calculer dans votre matrice, vous ne pourrez jamais les stocker, ni les calculer d'ailleurs, sauf qu'il y en a 1% qui sont non nuls, et du coup, en 10 puissance 11 éléments, vous pouvez stocker votre matrice creuse. Et la plupart des algos de Scikit acceptent en entrée une matrice creuse. Alors ça, c'est super important. Vous ne comprenez pas ça, il y a plein de choses que vous ne pourrez pas faire en machine learning avec vos données. Si vous avez un problème dans lequel vous devez stocker la matrice complète, ça veut dire que vous êtes limité, allez, on va dire 10 puissance 10, racine carrée, 10 puissance 5, 10 000 éléments. 100 000, pardon. Au-delà, vous ne pourrez pas. Alors que nous, on est capable aujourd'hui de travailler avec 100 millions de malware, ça ne pose pas de problème.
il faut, je crois, 64 gigas pour stocker les vecteurs. Les packers, oui, les packers c'est pénible. 80% des packers, des fichiers qu'on avait récupérés sont packés. Donc là c'est un problème. Donc on a décidé de jouer la réalité. Hein. Ils sont packés. On va traiter les fichiers packés. Donc le parseur va gérer les fichiers packés. Donc en fait on s'est rendu compte qu'on classe bien ce qu'on pourrait dire les packers. C'est-à-dire qu'on est capable de dire ces fichiers ont été paqués par le même packer, ce qui est déjà pas mal. Ça, on va passer architecture. On a pris ce qu'on avait, 64 Go de RAM, un disque SSD 244 Go, 4 processeurs, 22 cœurs par processeur, c'est pas mal. Voilà en gros l'architecture qu'on a choisie. Donc le blob est à gauche. On met tout dans Redis après avoir calculé les choses. Bon, ça c'est Sébastien qui s'en est occupé. Et puis, vous avez du coup, vous faites le calcul des JSON qu'une seule fois, comme je l'ai dit. Vous calculez les JSON et vous avez les algos de clusterisation qui vont taper dans Redis pour récupérer les données. Ça marche très bien, c'est pas très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on calcule en allant vite. Alors on calcule les haches, mais ça c'est juste pour récupérer rapidement, pour savoir si un fichier est déjà présent. Le nombre de sections, la taille des sections, la taille du fichier. On garde les noms des sections même s'ils ne sont pas informatifs. L'entropie de chaque section, le hash de chaque section. Après on s'est dit tiens les ressources c'est intéressant, parce qu'un malware par exemple se balade quelquefois avec une icône, c'est intéressant. Deux malwares qui ont la même icône ont peut-être un lien entre eux. Donc on calcule les ressources, le nombre de ressources, on stocke tout dans JSON. Quand on trouve l'entry point, enfin le point d'entrée, on le garde. La table d'import, c'est assez intéressant, ça permet bien de comparer des malwares. La table d'export aussi, les callbacks, tous les strings qu'il y a dedans. La date de compilation, même si c'est pas forcément informatif. Et donc l'idée, c'est un jour, on aimerait avoir, par exemple, si on a un packer correct, enrichir ce fichier en rajoutant tout ce qu'on peut récupérer comme info. Donc c'est un vecteur qui a pour objectif de grandir. On ne va jamais supprimer d'informations. On a calculé une information sur le fichier. Mon point de vue, c'est on la garde. Elle servira peut-être un jour dans une autre situation. Après, une fois que vous avez ce que j'appelle le full vector features là en haut, il est très grand. On n'est pas obligé de tout garder. Donc on peut choisir certaines caractéristiques. K-means pour faire un premier dégrossissage. Et ensuite, vous pouvez, sur les petits clusters, utiliser un algorithme comme DBScan pour avoir d'autres clusterisations. Ça marche assez bien. Des résultats. Alors, les trucs bizarres. Nombre de sections dans l'ensemble du blob, 8,5 millions. Nombre de sections différentes, 2,7 millions. Donc, nombre de sections différentes, de contenus différents, on supprime le nom. Vous avez un malware qui a 0 section. Théoriquement, d'après Microsoft, c'est pas possible que ça marche, mais les gens qui font des malwares, ça les regarde pas, les contraintes de Microsoft. Il y a un malware avec... même moi, j'étais surpris, un malware qui a 0 section et qui s'exécute quand même. Bon. Il y a un malware qui avait 90 sections. On a observé d'ailleurs un truc assez bizarre, c'est qu'au début, on s'est dit le nombre de sections a l'air super important parce que 99,9% des malwares qu'on avait plus de 15 sections, ce qui est beaucoup pour on va dire un programme bénin. Et puis on a commencé à raconter ça à plein de gens via les réseaux classiques sociaux des chercheurs. Puis on a vu apparaître à un moment donné, au mois de mars 2016, plein de malwares qui avaient 5 sections. C'est juste pour nous, je pense qu'on les a fait. Et puis il y avait un truc ici très bizarre, une section colossale. Donc j'ai dit que c'est une blague parce que ça fait très exactement 2 puissance 32 moins 2 puissance 9. Mais ça, c'est un fichier réel, récupéré par Sequoia, mais qui est assez bizarre. Alors voilà ce que ça donne comme exemple. C'est un extrait du fichier JSON. Donc on stocke tout. Et après, on fait des clusters. Alors voilà les premiers clusters qu'on a récupérés. Donc vous avez un premier cluster qui fait plus de 200 000 éléments. Puis tout doucement, ça descend. Et vous avez des clusters qui sont très petits. Ça, c'est la réalité, c'est notre blob à nous, je ne cherche pas à généraliser. L'histogramme du nombre de sections par malware. Donc vous avez quelque chose qui n'est pas une courbe en cloche ni quoi que ce soit.
Vous avez sur 2 millions, vous avez presque 600 000 malwares qui ont 3 sections. Mais vous avez quand même plein de malwares ici, mine de rien, ils sont assez nombreux, qui ont un nombre de sections prohibitif. La taille des clusters qu'on a récupérés, donc le plus gros, 66 339, matché à 99,7% sur les règles IARA qu'on lui avait découvertes dans VirusTotal. Donc ça veut dire en gros que le cluster est pas mal, il a du sens. Ça, c'est les 10 premiers. On est au-dessus de 97,5% de règles IARA, donc c'est pas mal. Vous allez me dire, évidemment, les 2,5% qui foirent, ils sont peut-être intéressants, il faut peut-être les analyser. Les derniers, on tombe sur des règles IARA qui les connaissent pas. Ça, c'est normal. Il faut peut-être inventer. Comme il ne me reste pas beaucoup de temps, on va passer ça. Donc DBScan, voilà. DBScan, on prend un gros cluster et on va lancer un autre algo sur ce cluster en oubliant les autres. Ça, c'est une stratégie qui marche très très bien. Résultat, on peut classifier les packers, on peut classifier les familles de packers aussi, les versions, on peut faire plein de choses et notre stratégie marche très bien sur le dataset The Zoo, que vous verrez plus en détail lundi pour ceux qui viennent. Avec un truc intéressant, c'est comme The Zoo est très connu, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a injecté The Zoo dans le blob et après on a vérifié que les clusters connus de The Zoo se retrouvent bien dans les clusters qu'on a. C'est du très peu supervisé, mais comme je dis souvent, on prend ce qu'on a et on fait avec. Scalabilité, c'est OK. Qualité des clusters, il y a encore du boulot. Il y a plein de problèmes qui doivent être réglés. Je vais en parler rapidement. Voilà. Donc AutoMeans, c'est notre version de K-means. Vous lui donnez n'importe quoi. Je termine. N'importe quoi et il calcule le nombre de clusters optimal. On était censé récupérer un packer, mais honnêtement, on n'arrive pas à le faire tourner correctement. Il plante. Il marche bien sur une classe de cluster. Donc, ça a été développé par Paul Rascanière, pour ceux qui le connaissent, qui est un des gourous du reverse de malware. Mais il l'a pas fini avant de quitter Sequoia. On est toujours en train de gérer le problème des spanners. Et j'ai un nouveau projet en tête, The Big Malware Graph. Je vais en parler parce que ça me plaît. Alors, dans les trucs à faire, je vais juste rajouter 3 transparents. Auto-encodeur. Nous, on a des malwares sur lesquels on calcule un vecteur de caractéristiques d'1 million. C'est trop gros. Donc, quand j'ai fait la première présentation, j'avais dit, on peut prendre les malwares, faire un auto-encodeur. Donc, un auto-encodeur, c'est un truc qui, en quelque sorte, va compresser. Vous choisissez la taille et puis vous dites, en sortie, je veux quelque chose qui ressemble à l'entrée. C'est classique, ça marche bien pour les images. Pour les malwares, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais Google l'a fait. Donc, en pleine conf, il y a un représentant de Google qui m'a dit, on l'a fait, ça ne marche pas. Donc j'ai dit, oui, mais j'ai pas dit ce que je mets en entrée. Je mets pas en entrée les binaires, ça marche pas. Il faut mettre en entrée les vecteurs de caractéristiques. Donc c'est un algo de réduction de dimensionnalité qui est très cher, mais vous le faites qu'une fois. Donc ça, c'est Marwan qui avait commencé à faire ça, malheureusement, juste avant de partir. Toujours Marwan, les réseaux siamois. Donc l'idée, c'est de dire, si j'ai une bonne clusterisation, imaginez qu'on ait accès à la totalité de la base de VirusTotal. Ça fait 6 mois qu'on négocie avec eux, on n'a toujours pas le moindre epsilon d'avancer, mais ils nous ont dit on va vous donner l'accès. Donc vous avez des distances. D'ailleurs, VirusTotal a rajouté ça il n'y a pas longtemps. Les travaux d'Inficea Labs ont été intégrés dans VirusTotal. Et donc ils vous disent, par exemple, ces deux malwares ont une similarité de temps entre 0 et 1. Mais moi, j'aimerais bien récupérer ces infos parce qu'on peut apprendre avec un réseau à double, ce qu'on appelle un réseau siamois. Vous avez 2 réseaux et vous allez apprendre la distance à partir des distances que vous connaissez. Du coup, quand vous avez un nouveau malware, vous pouvez calculer la distance par rapport à un malware connu. Ça, c'est pas mal. Et puis, voilà l'idée. Alors, je vais le mettre ici. Moi, je vais le mettre là, le dernier. Voilà. Tout doucement est apparue l'idée que y a plein de gens qui stockent des infos sur les malwares. C'est impressionnant. Vous avez VirusShare, vous avez Malpedia récemment, vous avez Google, vous avez Talos chez Cisco. Ils ont des graphes d'exécution. Vous avez des gens qui calculent les CFG. Donc, vous avez plein de trucs comme ça qui traînent. Et personne ne prend toutes ces infos pour créer ce que j'appelle The Big Malware Graph, c'est-à-dire on stocke et on ne jette aucune information calculée. Donc pour moi, c'est un travail qui est forcément collaboratif. Et l'idée, ça serait de dire, on utilise un outil comme Janus Graph qui peut gérer 10 milliards de nœuds dans un graphe sans trop de problèmes de manière distribuée. Et on stocke tout, de manière un jour à pouvoir attaquer le problème de phylogénie, de ceci, de cela.
Donc ça, c'est un truc que j'ai en tête depuis au moins 10 ans, mais j'en ai parlé, je crois, pour la première fois qu'il y a 5-6 ans. Et bah, VirusTotal a commencé à le faire. Pas exactement dans l'idée que j'ai, donc ça date d'il y a 2-3 semaines, c'est mon dernier transparent. Donc ça s'appelle VirusTotal Graph, ça c'est extrait de la doc, Visualization Tool built on top of VirusTotal. Il permet de retrouver les liens entre fichiers, des URL, des noms de domaine, des IP. Alors c'est intéressant, sauf qu'il faut bien comprendre que quand vous avez 10 000 variantes du même malware, créées par la même équipe, l'adresse IP change, le nom de domaine change. Vous avez des algos de génération de noms de domaine, là, des DNA, Domain Name Algorithm. Donc c'est intéressant, mais c'est une info pour moi, comment dire, volatile. Par contre, imaginez que quelqu'un arrive avec IDEA Pro à analyser correctement un fichier. Vous pouvez changer de granularité. Ce qui manque là, c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais ce qui manque, c'est il ne faut pas parler que de malware, il faut parler de fonctions et de basic blocks. Il y a 2 niveaux de granularité. Vous avez une fonction, ça pourrait être intéressant de comprendre dans quel malware elle va se retrouver, soit de manière exacte, enfin de manière identique, soit de manière légèrement modifiée. Il y a un algorithme qui est sorti, développé par la DGA et présenté à STIC 2018, qui s'appelle YADIF, qui passe pas l'échelle, mais qui permet de dire dans un petit ensemble de malware, bah, voilà cette fonction-là, elle est présente dans X malware. Et ça, c'est une fois que vous avez compris qu'on peut tout stocker, tout récupérer, on peut avoir un graphe géant. Et les graphes géants, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on sait à peu près gérer sans trop de difficultés. Voilà. Bon, j'ai été très vite sur la fin, mais c'est fini. Question ? Donc, tu as dit que tu avais un vecteur de features, oui. Donc de caractéristiques. Les caractéristiques, c'est des nombres à virgule flottante, j'imagine. J'entends pas. Des nombres à virgule flottante. Pas seulement, non, non. Il y a, pour l'entropie, oui. Pour la longueur, c'est un entier. On va éviter de traduire en virgule flottante. On prend tout ce qu'on a, et après, il faut normaliser. C'est-à-dire que si tu prends l'entropie qui est proche de 7, il faut la normaliser par la valeur maximale, sinon ça va écraser, par exemple, est-ce qu'il y a une ressource, voilà, j'ai une valeur, est-ce qu'il y a une ressource image dans le malware? Oui, non, c'est une valeur binaire. Donc c'est à la fois des valeurs binaires, 0, 1, donc présent, pas présent, et des valeurs flottantes. Donc oui, effectivement, ça c'est un problème. Et du coup, ma question c'est, tu as dit que tu prenais en compte les strings, par exemple, que tu trouves dans des programmes, ou l'image, l'icône oui. du programme, et comment est-ce que tu traduis ça pour le représenter dans ton vecteur de features? 0,1, c'est-à-dire je fais un dictionnaire de toutes les ressources qu'il y a dans l'ensemble. Mais du coup, si tu as 2 icônes, tu vas pas vraiment pouvoir les comparer. Tu vas juste pouvoir dire, y a-t-il une icône? Mais est-ce que tu peux dire, les 2 icônes sont... Dans certains cas, les icônes sont identiques. Ouais. Est-ce que c'est possible? C'est la même image. Alors après, il faudrait effectivement, ça on l'a pas fait, c'est aller comparer les images entre elles pour dire cette icône image n'est pas exactement celle-là, mais elle a été juste modifiée. Elle a été croppée ou on a changé légèrement les couleurs, mais ça c'est faisable. Ça en plus, ça marche très bien. D'accord. Bon, on l'a pas fait, mais c'est prévu. D'accord. Merci. Et c'est une bonne question, effectivement. Au moins, tu as suivi. Ouais, bonjour. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Ouais. Moi, j'ai une question sur le clustering. Donc, ouais. Tu as dit que vous avez utilisé K-means et DBScan, mais du coup, comment vous avez choisi déjà votre nombre de clusters? Et ensuite, parce que K-means, il y a quand même certaines dispositions de données, comme tu l'as montré, qu'il n'arrive pas du tout à clusteriser. Je vais répondre à la première question. Ouais. K-means. Dans K-means, on minimise un critère. Donc vous avez ce qu'on appelle la technique du coude, la the elbow méthode. Et on va commencer avec K égale 10, on va faire un incrément. Donc nous on a pris au début par paquet de 100, donc 100, 200, 300. Et on s'attendait à avoir, il n'y a pas de cré, c'est dommage, on s'attendait à avoir un truc bien coude, c'est-à-dire ça descend, puis après ça stabilise. Et le point d'inflexion, pour simplifier, c'est ce qu'on appelle le cas optimal. Sauf que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, le premier calcul qu'on a lancé, au bout de 3 semaines, ça descendait. Donc ça, c'est parce qu'on avait pris, je pense, le vecteur en entier. On était content de notre vecteur colossal
C'est une mauvaise idée. Donc ce qu'on a fait après, c'est qu'on a pris un sous-vecteur, totalement arbitrairement avec les experts qu'on a contactés. Donc ils nous ont dit, ouais, ça c'est bien. Donc on a sélectionné 127 caractéristiques sur le million. Mais il faut comprendre, hein, sur le million, vous avez 99,9% des valeurs qui sont nulles. Si j'ai une section qui est unique, elle va rajouter, par exemple, 7 colonnes, 7 valeurs, mais elles vont valoir 0 sur l'ensemble des autres. Ouais. Donc, on a choisi 127 vecteurs, 127 caractéristiques, notamment Paul nous a aidés, Paul Rascagnère, et puis on a refait la technique du coude, donc là on l'a vu un petit peu apparaître, mais c'était toujours pas satisfaisant, du coup on a développé AutoMeans. AutoMeans c'est K-means sans la valeur de K. On a rajouté un paramètre dans la fonction coût qui oblige l'algorithme à choisir le nombre de clusters optimal. Et donc là, il y a un autre labo qui est en train de le tester, on va voir ce que ça donne, toujours sur des malwares. Ok, et du coup, la suite de la question, c'est sur la répartition des données. Parce que, comme tu l'as montré, K-means, il y a certaines dispositions de données qu'il n'arrive pas à clusteriser de la bonne façon. Du coup, est-ce que vous avez essayé de projeter, par exemple, certaines parties des clusters pour voir un peu la gueule que ça avait les projeter en dimension inférieure, tu veux dire? Oui, par exemple, avec une PCA ou... Ouais. Bah, la PCA, elle est chère. Hein. Bah, c'est pour ça, juste une petite partie pour voir du coup la disposition. Comment vous avez vérifié que vos clusters ils étaient justes? Alors on a vérifié différemment si on a pris les règles Yara. J'ai oublié de le dire, hein. C'est encore pour moi un travail en progrès, comme disent les Américains. Il faut peut-être éliminer, alors ça je ne l'ai pas dit, mais quand on a fait la présentation à la DGA, qui adore ce genre de choses évidemment, on leur a dit voilà, les clusters qu'on a, il ne faut pas les prendre tels quels, il faut prendre le centre. C'est-à-dire il faut éliminer arbitrairement, mais ça marche très bien. Il faut définir des cercles concentriques pour simplifier, enfin, dans le cas qui nous intéresse, c'est des hypersphères, et peut-être garder le cœur, ce qu'on appelle maintenant chez nous, enfin entre nous, le cœur de cluster. C'est-à-dire K-means est légèrement aléatoire, donc se baser sur une exécution de K-means, ça n'a aucun sens. Donc on exécute plusieurs fois K-means, et on va garder ce qui ne bouge pas, ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle le cœur de cluster. Et on va supprimer les autres. Donc ça, c'est les trucs, on va dire, invariants, tu lances K-means 50 fois, ils vont toujours se retrouver ensemble. Et ça commence à devenir intéressant comme résultat. Mais il faut se méfier de ceux qui sont au bord. La périphérie d'un cluster, de mon point de vue, on le voit ici, hein, si je rajoute ça, les points noirs ici au bloc bleu, bon, c'est pas, si ça se trouve, quand on aura triplé le nombre de clusters, ils vont se retrouver à part. Mais c'est un des problèmes. Hein, on est en non supervisé. Donc il n'y a pas de miracle. Il faut à un moment donné un expert qui dit voilà, vos règles Yara, par exemple, là, le plus gros, là, ça c'est bien parce que c'est un vrai malware avec plein de variantes. Mais reste le problème des 0,3% qui ne matchent pas les règles Yara. Donc ça, il faudrait les étudier à la main. Et là, on me dit qu'on a dépassé de 14 minutes, donc en gros, j'ai bouffé la pause. Donc une toute petite dernière question, très courte, sinon on arrête. Il n'y a plus de questions. Voilà, merci. Si.